Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Manuel Bompard, vous avez suivi, j'imagine, avec beaucoup d'attention les premiers pas de Gabriel Attal. Il était dans le Pas-de-Calais, à la rencontre des sinistrés des inondations. Hier, il était dans un commissariat dans le Val d'Oise aux côtés de Gérald Darmanin. Comment vous jugez les premiers pas du nouveau Premier ministre ? Bon, qu'il aille au devant des personnes sinistrées dans le Pas-de-Calais, ça me paraît être effectivement sa mission. Il y a des gens qui sont dans une situation de grande souffrance et il est normal que l'État se tienne à leur côté. De mon point de vue, il n'y a pas énormément de surprises sur ce sujet. Pour le reste, moi, j'attends maintenant de voir... Et sur le commissariat hier, ces rencontres avec les policiers, de faire de la sécurité un objectif prioritaire? Oui, quel signal ça offre, puisqu'il a parlé de faire de la sécurité et de l'ordre priorité absolue. Ce que doit comprendre, je crois, M. Attal, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'ordre sans justice. Et que moi, ce que j'attends de la part du gouvernement de manière générale, c'est de nous dire qu'est-ce qu'il compte effectivement faire pour faire en sorte que les difficultés, en particulier sociales, auxquelles sont confrontés les Français depuis maintenant plusieurs mois, quelle réponse il compte y apporter. On est aujourd'hui face à des prix qui, contrairement à ce que nous dit monsieur le maire depuis maintenant 2 ans, continuent à augmenter, en particulier des prix de l'alimentation. Il y a l'annonce d'une augmentation du prix de l'électricité de 10% au 1er février. Il y a déjà eu 26% d'augmentation en 2023. Par exemple, si M. Attal voulait donner un signal qu'il tient compte des préoccupations des Françaises et des Français, il pourrait dire on va annuler cette augmentation de l'électricité de 10% au 1er février. Vous voulez dire qu'il se trompe de priorité? C'est qu'il ne fallait pas parler de la sécurité? Mais bien sûr que les gens veulent vivre en sécurité. Mais je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité, elle recouvre un certain nombre d'aspects. Et que quand on veut vivre en sécurité, on veut vivre, par exemple, en sécurité sociale. On veut pouvoir manger à sa faim. On veut pouvoir se chauffer. Ça aussi, c'est de la sécurité. Donc je pense qu'il a une vision... En première mesure, le rétablissement d'un bouclier sur les tarifs de l'électricité moi, pour éviter la hausse? Je lui demande. Malheureusement, j'ai entendu que M. Attal a l'intention d'inscrire sa politique dans les pas de Mme Borne et de M. Macron. Donc je ne veux pas donner l'impression que j'y crois beaucoup. Mais je pense que s'il voulait tenir compte des préoccupations premières des Françaises et des Français, et souvent vous parlez des sondages, que disent les sondages? Ils disent que les premières préoccupations des Français aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat et c'est la question de la santé. Donc si M. Attal voulait vraiment être à la hauteur de ces préoccupations, je pense effectivement qu'il serait temps de bloquer les prix sur l'alimentation à la baisse, d'annuler cette augmentation du prix de l'électricité. Peut-être avez-vous entendu hier que cette augmentation de 10% du prix de l'électricité au 1er février est uniquement due à une décision gouvernementale. Le prix de l'électricité sur les marchés a baissé. Il y a la possibilité d'annuler cette hausse. Il suffit d'une simple décision gouvernementale. Par exemple, il pourrait effectivement décider de le faire. Voilà, là, je crois que en faisant ça, il enverrait des messages vis-à-vis des Français. Et vous croyez à un changement de cap? Non. Non, je vous dis, qu'est-ce que de mon point de vue il devrait faire? Mais je suis pas naïf, j'ai entendu et j'ai suivi avec attention ses premières déclarations. J'ai écouté ce qu'a dit le président de la République lors de ses vœux présidentiels. Et j'ai bien l'impression, et je crois pouvoir dire que à ce stade, il n'y a pas de changement de cap à l'horizon. Mais dans ses premières déclarations, il s'est beaucoup adressé à la France qui travaille, aux classes moyennes, à ces Français qui doutent mais qui ont de l'espoir. Oui, c'est adressé, oui. C'est tout? Mais non, mais enfin, je veux dire... ça va pas dans le bon sens? Est-ce que le travail... C'est pas, le problème, c'est pas est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Or, est-ce qu'aujourd'hui, le travail paye suffisamment dans ce pays? Clairement, non. Donc, si M. Attal considère que les gens qui travaillent sont pas suffisamment valorisés, plutôt que d'aller, comme... En fait, il le dit quand il dit ça, c'est-à-dire essayer d'aller s'en prendre à des gens qui sont au chômage ou à ça, qu'est-ce qu'il fait pour faire en sorte que les gens qui travaillent, effectivement, aient des rémunérations qui leur permettre de vivre dignement. Donc qu'est-ce qu'il propose en termes d'augmentation de salaire? Est-ce qu'il propose d'augmenter le SMIC, de donner un coup de pouce supplémentaire? Est-ce qu'il propose d'indexer les salaires sur l'inflation, comme nous avons proposé de le faire? Ça risque peut-être d'arriver dans les prochains jours, ces signaux-là, puisqu'en l'occurrence, il est encore en train de Bon, alors moi, voilà ce que j'attends, puisque la question que vous me posez. Je pense que, comme dans toute démocratie normale, M. Attal devrait dire quelle est sa feuille de route, précisément, devrait venir devant l'Assemblée nationale, prononcer un discours de politique générale. Mais ce qu'il va faire, le Parlement n'a pas repris ses travaux. Et demander
Ça, je ne sais pas si c'est ce qu'il va faire. Demander un vote de confiance. J'imagine. Et c'est normalement comme ça que ça... Pardon, mais ça fonctionne comme ça dans toute démocratie parlementaire dans le monde. Il n'y a qu'en France où le Premier ministre serait choisi en quelque sorte et recevrait l'onction du président de la République, du président absolu Emmanuel Macron. La 5e République qui veut ça, et ce n'est pas la première fois. Si ça se confirme que le Premier ministre ne demande pas le vote de confiance du Parlement, c'est déjà arrivé par le passé. C'est déjà arrivé, mais ce n'est pas la 5e République qui veut ça. La 5e République, l'article 49 de la Constitution ne l'oblige pas, mais permet de le faire. Vous en êtes d'accord? Mais ne l'oblige pas. Mais j'en suis conscient. D'ailleurs, Mme Borne elle-même ne l'avait pas fait. Oui, mais comme Édith Cresson, comme Michel Rocard, qui étaient dans la même position de majorité relative. Mais c'est pas parce que certains n'ont pas eu une pratique que je considère conforme avec ce qui devrait être les usages de la démocratie parlementaire que ça donne le droit à M. Attal de continuer à le faire. Mais vous pensez qu'il peut le perdre, ce vote de confiance? Vous espérez qu'il puisse le perdre? Non, mais moi, mon sujet n'est pas d'espérer qu'il puisse le perdre ou pas. C'est que si on veut faire en sorte qu'il y ait vraiment une rupture avec ce qui a été fait par Mme Borne depuis 1 an et demi, c'est-à-dire la pratique des 49.3 à répétition, il faut donc que M. Attal vienne devant l'Assemblée nationale et qu'il y ait un vote qui permette de dire qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Mais quel est votre intérêt à ce vote, vous? Je pense que ça éclaircirait les choses et ça éviterait qu'on se retrouve comme dans la situation dans laquelle on est depuis maintenant 1 an et demi, c'est-à-dire que les budgets passent à coût de 49.3, que les parlementaires sont tout simplement dessaisis du travail qui est le leur, qu'ils ne peuvent même plus amender un budget, que vous vous retrouvez dans des situations où dès qu'il y a une loi sur laquelle la majorité n'est pas une évidence, il y a des tractations qu'est-ce que ça changerait juste, Manuel Bompard? Parce que par exemple, là, on entend les Républicains dire qu'ils attendent de juger Gabriel Attal sur les actes. Donc, ça changerait que tout le monde prendrait ses responsabilités. On imagine qu'ils ne voteront pas la défiance, ça ne les empêchera pas de voter contre le budget. Mais ça changerait, mais si, parce que quand il y a un vote de confiance, ça dit qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Moi, enfin, ce qui m'intéresse, c'est comment le pays avance. Or, vous voyez bien que ce qu'a fait la situation dans laquelle on a été avec Mme Borne depuis 1 an et demi empêche le pays d'avancer. Le pays est bloqué en permanence par le fait que le gouvernement ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale. Or, M. Macron, en nommant un Premier ministre, devrait ensuite confier comme mission à ce Premier ministre d'aller chercher une majorité qui lui permet ensuite de gouverner. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise. On ne va pas se raconter d'histoire. Je suis un député d'opposition, je resterai un député d'opposition. Mais est-ce qu'il est en capacité, sur son programme, de pouvoir conquérir une majorité? Ça devrait être, de mon point de vue, le sujet central. Votre motion de censure, elle est d'ores et déjà rédigée? Non, mais moi, je préfère qu'il y ait un vote de confiance. Mais à partir du moment où il n'y a pas de vote de confiance, il est normal qu'on utilise le moyen à notre disposition pour faire en sorte qu'en quelque sorte... Et vous ne craignez pas de galvauder cet outil, puisqu'en effet, vous avez pris pour habitude de déposer une motion de censure dès lors qu'il y a un 49.3, sans qu'elle soit jamais validée. Est-ce que finalement, vous ne ternissez pas cet outil? Non, je pense que c'est la multiplication et la succession des 49.3 qui affaiblit notre démocratie. C'est pas le fait qu'on y réponde par des motions de censure. Écoutez, on est parlementaire. Vous affaiblissez pas vous-même avec des motions. Vous avez une vingtaine de motions de censure aucune n'est passée. Est-ce que vous affaiblissez pas? Franchement, vous croyez qu'un député qui se fait couper le sifflet par le 49.3 devrait rien dire et devrait dire merci Madame Borne de nous empêcher de voter? Non, pardonnez-moi, moi j'utilise le moyen qui est à ma disposition, à notre disposition en tant que parlementaire, pour protester, pour réagir, pour dire on n'accepte pas le 49.3 et on dépose une motion de censure. Par le fait que ce n'est pas voté, vous montrez la division de l'opposition et l'absence finalement de majorité alternative. Mais justement, je veux dire, moi je ne prétends pas qu'il y ait une majorité alternative à l'Assemblée nationale. J'ai jamais prétendu ça. Maintenant, si vous vous posez la question de savoir pourquoi les motions de censure ne sont pas votées, posez la question à ceux qui décident de ne pas les voter. Aux députés les Républicains en l'occurrence, parce que si les députés les Républicains les votaient, alors cette motion de censure serait adoptée. C'est eux qui doivent se défendre du fait que ces motions de censure ne sont pas votées. Moi, je les vote toutes. Est-ce que sur celle-là, sur celle que vous comptez déposer, s'il n'y a pas de vote de confiance, toute la NUP vous rejoindra? Ou est-ce qu'il y a des divisions? Ça, je ne sais pas, il faut leur poser la question. J'ai entendu... Vous en avez parlé, on imagine? Non, j'ai entendu les socialistes, notamment les députés socialistes, demander aussi un vote de confiance. J'ai vu un certain nombre d'entre eux dire que... Il ne veut pas forcément dire qu'ils déposeront une motion de censure. Voilà, c'est à eux de répondre à cette question. Pour ma part, je n'ai pas la réponse à cette question à ce stade. Un dernier mot sur les oppositions, puisque lors de sa passation de pouvoir, Gabriel Attal, il a promis d'être toujours à l'écoute des oppositions. Est-ce que, vous qui avez boycotté les dernières rencontres de Saint-Denis, est-ce que vous irez, là, si Gabriel Attal vous invite? Non, mais attendez, d'abord, moi, je n'ai pas boycotté toutes les rencontres de Saint-Denis. Les dernières? Oui, vous avez boycotté les dernières? Je ne conteste pas votre question, mais je veux rappeler que je suis allé à la première. Ouais. Que j'ai fait un certain nombre de propositions qui ne sont pas très éloignées que celles que je vous ai faites tout à l'heure, c'est-à-dire la question des prix,
la question des salaires, la question des services publics, la question de l'écologie, et que rien n'a été fait. Et qu'à partir de ce moment-là, je ne veux pas faire semblant de continuer à participer à ce qui manifestement n'était qu'une comédie. D'ailleurs, cette comédie semble maintenant s'être terminée. Est-ce que là, vous direz ? J'entends la question. Pour le reste, si M. Attal nous dit qu'il va rencontrer l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale pour écouter, en tenir compte, venir présenter sa feuille de route et se soumettre à un vote de confiance, alors oui, j'y participerai. S'il nous dit « je vais venir discuter avec vous, mais à la fin, finalement, il n'y aura pas de vote de confiance, donc je ne serai même pas obligé d'en tenir compte », non, mais si vous conviez à Matignon, d'y participer. C'est conditionné à son engagement de faire un vote de confiance. Personnellement, je pense que ce serait normal que s'il a l'intention d'écouter les groupes parlementaires de l'opposition, c'est pour, sans doute, normalement, si on est dans un fonctionnement normal, en tenir compte. Et donc chercher ensuite à obtenir de la part de certaines d'opposition un vote de confiance qui soit positif. Donc sinon c'est. Donc vous direz uniquement à la condition qu'il s'engage à un vote de confiance. En tout cas, c'est ma position. Honnêtement, on n'en a pas discuté collectivement aujourd'hui dans le groupe de la France Insoumise, puisque pour l'instant, on n'a même pas reçu d'invitation. Mais là, on spécule un peu. Mais personnellement, je pense que le vote de confiance devrait être une condition, effectivement. On va parler des européennes à venir, ce sera dans 5 mois maintenant. Est-ce que Gabriel Attal et sa nomination, c'est la meilleure arme anti-Rassemblement national pour vous ? Non, je crois pas que les macronistes soient la meilleure arme anti-Rassemblement national. Puisque entre 2017, date de la première élection d'Emmanuel Macron, et 2022, date de la deuxième élection d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national a progressé en voix et a progressé en score. Donc malheureusement, je pense que les macronistes sont disqualifiés pour être la meilleure arme pour lutter contre le Rassemblement national. Par contre, oui, bien sûr, dans les élections européennes, il y a la nécessité de proposer une alternative et de faire comprendre ou de rendre crédible la possibilité que pour s'opposer aux macronistes, on ne soit pas obligé d'utiliser le bulletin de vote du Rassemblement national. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai défendu et je continue à défendre l'idée qu'une liste commune de la NUPES devrait être, de mon point de vue, une priorité, parce que c'est ce qui permettrait d'avoir une alternative crédible. Et ça, par exemple, je pense que ce serait efficace pour faire baisser le Rassemblement national. Même que ce serait irresponsable, c'est ce que vous avez dit hier sur BFM, irresponsable que la NUPES ne soit pas en capacité d'avoir une liste commune aux élections européennes. Donc ça veut dire, ce serait irresponsable, ça veut dire que vous estimez que le PS ou les autres partenaires de l'ex-NUPES font preuve d'irresponsabilité s'ils ne vont pas avec vous aux européennes ? Écoutez, moi je prends les gens au sérieux et j'ai entendu, après le vote de la loi immigration au mois de décembre, des déclarations de la part des socialistes, des écologistes, des communistes qui disaient c'est un moment très grave, c'est une rupture, c'est une nouvelle étape qui est franchie dans la jonction entre le macronisme et l'extrême droite. Si on pense effectivement que c'est un moment très grave et que c'est un moment de rupture, alors ça doit amener à un sursaut, ça doit amener à une réaction à la hauteur de l'importance de ce moment. Est-ce que ça peut être la NUPES ou est-ce qu'il faut inventer quelque chose d'autre ? Mais qu'est-ce que vous voulez inventer d'autre ? Une autre manière de fonctionner peut-être ? Non mais alors après on peut discuter de tout, mais la NUPES a permis de remporter le premier tour des élections législatives quand même. La NUPES a permis de multiplier par 3 ou par 4 le nombre de députés de gauche à l'Assemblée nationale. La NUPES nous a permis d'être l'opposition principale à Emmanuel Macron. Donc si on veut continuer sur ce chemin, il faut bien repartir du point auquel on était arrêté. Et donc c'était la NUPES. Vous prenez les gens au sérieux, vous les entendez, les socialistes, les communistes et les écologistes, ça fait des mois qu'ils vous disent non à une liste commune. Jusqu'à quand vous allez continuer à la demander ? Justement, parce que je prends les gens au sérieux, j'ai bien conscience et j'ai bien compris qu'ils nous disaient non depuis plusieurs mois, mais j'ai bien compris aussi que pour tout le monde, le vote de la loi immigration était un moment de bascule et de rupture. Et donc, si on veut être à la hauteur de ce moment de bascule et de rupture, alors il faut être en capacité de dire que des options qui étaient sur la table avant ce vote, finalement, elles peuvent bouger par rapport à ce qui s'est passé. Sauf que, visiblement, les chicaneries entre la France Insoumise et puis le PS n'ont pas cessé, malgré ces appels à l'union. Mais il n'y a pas de chicanerie, écoutez, franchement. Écoutez, c'est pas ce que disent les réseaux sociaux quand des tweets ou se répondent les uns les autres. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je considère que à partir du moment où on est à un moment d'une telle gravité, je pense pas qu'on puisse prendre prétexte de tel ou tel échange sur les réseaux sociaux pour empêcher la liste unique dont on a besoin. La question, c'est pas de savoir si ça fait plaisir à un tel ou une telle. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose au pays, qu'est-ce qu'on dit aux Français qui sont en recherche d'une alternative. Je pense
que oui, effectivement, je pense que ce serait assez irresponsable de dire aux Français, oui, c'est vrai, bon, le vote de la loi immigration, c'est un moment très fort, très important, il y a une rupture qui a été marquée. Mais bon, on va continuer comme avant parce que vous comprenez. Mais vous aviez lancé un appel déjà. Plus d'élus que son voisin. Vous aviez lancé un appel à ce moment-là, au moment de la loi immigration, à vos partenaires de l'ANUP. Vous avez eu des retours ? Non, à part le parti Génération qui a répondu favorablement, non, les autres partis n'ont pas répondu. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Donc, je forme le vœu qu'ils répondent enfin. Après, Olivier Faure... J'aimerais les convaincre. Olivier Faure a répondu malgré tout fin décembre, il disait qu'il pouvait imaginer une union de la gauche, mais sur des bases claires. C'était sur ce plateau même, rien ne peut en témoigner. Mais donc, peut-être faut-il réinventer des bases claires. Hein. Mais qu'est-ce qu'il n'y a de pas clair dans le programme de la NUPES ? Enfin, je veux dire, le problème, c'est qu'on est dans c'est sur la centralité. Oui. On a l'impression, évidemment, que tout ça se confond aussi avec l'influence de Jean-Luc Mélenchon sur la ligne de LFI. Mais écoutez, il y a 75 députés insoumis à l'Assemblée nationale, il y en a 151 de la NUPES. C'est pas moi qui l'ai décidé, ce sont les électrices et les électeurs. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé de tenir compte de cette réalité. Mais si vous n'êtes pas en tête des élections européennes, est-ce que c'est pas là aussi votre crainte ? Est-ce que vous réclamez pas à corps et à cri une liste commune de peur d'arriver derrière, notamment les socialistes aux élections européennes, et de du coup reposer de nouvelles bases de la NUPES. Madame, en 2019, la liste de la France Insoumise a fait 6,3%. Aux élections présidentielles de 2022, Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Mais là, dans les sondages, c'est le Parti socialiste qui est donné devant vous aux européennes. J'ai bien noté. Et d'ailleurs, aux élections européennes de 2019, les écologistes avaient fait 13% et Yannick Jadot a fait moins de 5% à l'élection présidentielle. Donc pour vous, la base de la NUPES, ça restera la présidentielle. Les européennes non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, mon sujet aux élections européennes, c'est pas la question de la France Insoumise, de savoir quelle est la position que va avoir la France Insoumise. Franchement, ce serait pas à la hauteur de la situation de dire ça. Mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on dit aux Français. On voit bien que la Macronie est dans un moment de désagrégation. Bon, et que la question qui est posée, c'est qui est l'alternative, qui va gouverner ce pays demain. Et je refuse de laisser penser que seule l'extrême droite est en position de pouvoir prendre le pouvoir dans ce pays. C'est ma seule boussole. Le sujet, c'est pas les intérêts des insoumis. D'ailleurs, franchement, la question qu'on a posée quand on a proposé cette liste commune, on a même proposé qu'elle soit conduite par des écologistes et même qu'on utilise les rapports de force issus de la dernière élection européenne pour composer la liste. Si ce qui m'intéressait, c'était juste le poids ou le nombre d'élus pour les insoumis, j'aurais pas fait ces propositions. Mais est-ce que donc à un moment, il faut être un peu sincère. Si on pense qu'il y a une situation grave, si on pense qu'il faut être en capacité de proposer une alternative au pays, alors c'est ça qui doit nous guider, pas de savoir combien va y avoir d'élus insoumis, socialistes. L'alternative, elle est pensée par d'autres personnes. On a entendu les déclarations aussi hier d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui appelait à une réunion des listes écologistes et socialistes. Est-ce que la crainte que vous ayez aussi, c'est d'être débarqué de cette union de la gauche définitivement ? Mais non, mais enfin, je veux dire, ça, on l'a déjà connu entre 2017 et 2022. C'était tout sauf Mélenchon, tout sauf la France Insoumise, et on va faire une liste commune en dehors de la France Insoumise. Pardonnez-moi, mais la France Insoumise, elle représente des électrices et des électeurs. Donc si vous voulez être en capacité de gagner, je ne crois pas que le chemin qui consiste à dire on va se rassembler sans la principale composante de la gauche soit un chemin qui nous amène vers la victoire. Donc Madame Hidalgo, elle a déjà essayé. Je ne ferai pas l'offense de rappeler son résultat à la dernière élection présidentielle. Et je pense que tout le monde a compris que ça ne fonctionnait pas. Donc encore une fois, notre boussole, ça doit être le pays. Ça ne doit pas être nos petites affaires politiciennes. Bon, bah, pour le pays, je pense qu'on a besoin de construire un rassemblement. Bon, on a compris ce que vous souhaitez. Non, mais juste, est-ce que dans la réalité, parce qu'il y a aussi la réalité, l'échéance est dans 5 mois, est-ce qu'il y aura une liste La France Insoumise européenne ? Non, mais je vais être très clair. Je souhaite, et mon option privilégiée, ça reste de faire en sorte qu'il puisse y avoir une liste commune de la NUPES. Je dis que si les appareils de la NUPES continuent à s'entêter dans ce refus, il y aura une liste de rassemblement qui portera le programme de la NUPES. Mais rassemblement avec qui ? Avec tous ceux qui veulent venir porter le programme de la NUPES. Mais porté par qui ? Par Manon Aubry ? Porté par une tête de liste qu'on choisira collectivement. Manon Aubry est notre chef de file aujourd'hui. Donc Manon Aubry peut effectivement porter cette dynamique de rassemblement. Mais je souhaite que dans cette hypothèse-là, ce soit une liste qui aille au-delà des rangs de la France Insoumise et qui regroupe aussi des personnes engagées dans la NUPES ou pas d'ailleurs et qui veulent porter avec nous le programme Oui, mais ça, vous l'avez déjà proposé il y a plusieurs semaines. Qui vous rejoint aujourd'hui ? Laissez-moi un petit peu de temps. Il y a une convention de l'Union populaire qui va être organisée au milieu du mois de mars. D'ici à cette convention, on va faire le travail. Oui. Et si d'ici au milieu du mois de mars, on n'a pas réussi à faire en sorte que la liste commune de la NUPES soit possible, alors effectivement, on lancera cette liste de l'Union populaire. Vous aurez 2 mois pour faire campagne. Oui, ça fait court, hein.
Bon, écoutez, vous savez, la campagne des élections européennes, d'abord, c'est pas parce qu'on n'a pas immédiatement notre tête de liste, notre liste complète qu'on ne peut pas parler des sujets européens. Regardez, prenons quelques exemples. Je vous ai parlé du prix de l'électricité tout à l'heure. Bon, il y a en ce moment en discussion au Parlement européen une réforme du marché européen de l'électricité. Nous nous opposons au fait qu'on continue avec le marché européen de l'électricité, c'est-à-dire que le prix de l'électricité soit indexé sur le prix du gaz. Nous sommes le seul groupe au Parlement européen à refuser la poursuite de cette logique. Donc ceux qui veulent, par exemple, faire en sorte qu'on maintienne les tarifs réglementés de l'électricité, qu'on sorte avec cette logique folle de l'indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz, ils devront voter pour les eurodéputés de la France Insoumise. Julien, on va parler de la vague de froid Oui, puisque hier, dramatiquement, 2 personnes sont décédées dans la vague de froid qui nous touche, un SDF dans une cave à Boulogne, une femme en pleine rue à Carpentras. Il y a 3000 enfants qui sont toujours dans la rue dans ce pays. Lundi, le ministre du Logement a annoncé 120 millions d'euros supplémentaires, une enveloppe qui doit correspondre à 10 000 lits supplémentaires. Ce que vous lui dites, ce n'est pas assez. Pire que ça, d'abord, il y a déjà eu 2 drames, vous l'avez dit, et je pense que si le gouvernement veut être à la hauteur de ses responsabilités, il doit empêcher qu'il y ait de nouveaux drames. Et on n'a pas le temps, en fait. C'est tout de suite, immédiatement. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire empêcher Ça veut dire qu'il faut un plan d'urgence pour faire en sorte qu'il n'y ait plus une seule personne qui dorme dans la rue. Comment ? Et ces 120 millions, c'est pas un plan d'urgence ? Attendez, comment ? En ouvrant des nouvelles places d'hébergement d'urgence. Ça, c'est ce qu'il a annoncé ? Non, il a annoncé un budget, si on en croit les chiffres, qui permet d'ouvrir 10 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence. Il y a 330 000 personnes qui dorment dans la rue. Vous voyez bien que le budget qui a été débloqué n'est pas à la hauteur de la situation. Donc il faut davantage de places d'hébergement d'urgence. Il faut réquisitionner les logements vacants. Aujourd'hui, je vous dis 330 000 personnes qui dorment dans la rue, plus de 3 millions de logements vacants en France. Pour une personne qui dorme dans la rue, il y a 10 logements qui sont vides. La loi permet la réquisition des logements vacants dans un moment d'urgence pour faire en sorte qu'on mette les gens à l'abri. Voilà ce que le gouvernement doit le faire. S'il ne le fait pas, je l'accuse et je considère qu'il sera coupable de non-assistance à personne en danger. Les gens qui dorment dans la rue aujourd'hui sont en danger. Quand il fait froid comme ça, vous savez très bien que ça peut conduire à la mort. On a déjà eu 2 drames de cette nature. Maintenant, il est temps que le gouvernement, plutôt que de nous amuser pendant encore des jours et des jours avec la parodie, la comédie du remaniement, se retrousse les manches et fasse en sorte que l'ensemble des Français soient protégés, soient mis à l'abri, qu'on n'ait pas encore un drame supplémentaire. Enfin, ça me paraît être une évidence qu'on ne puisse pas accepter que dans la 6e ou 7e puissance économique du monde, il y a des gens qui meurent dans la rue à cause du froid. Les gens ne meurent pas à cause du froid, ils meurent à cause de l'inaction gouvernementale à protéger les gens qui sont confrontés au froid. Il y a 70 ans, l'abbé Pierre rappelait lui-même, c'était le 1er février 1954, à une insurrection de la bonté. C'est ce que vous proposez aujourd'hui ? Bah oui, enfin écoutez, franchement, je sais pas, quelles que soient nos options politiques, je pense que tout le monde peut quand même se retrouver dans l'idée de dire que c'est pas possible de mourir dans la rue parce qu'il fait froid et qu'on n'a pas d'abri. Et d'ailleurs, je rappelle quand même que le président de la République, Emmanuel Macron, élu en 2017, avait pris un engagement que plus une seule personne sous 3 ans n'allait vivre dans la rue, n'allait dormir dans la rue. Vous avez dit, il y a des enfants qui dorment dans la rue. Enfin, je sais pas, je pense que toute notre humanité à tous, elle devrait nous conduire à dire, indépendamment de nos désaccords et de nos conflits politiques, là, il y a une priorité, faisons en sorte qu'on mette les gens à l'abri pour qu'il n'y ait pas encore davantage de gens qui meurent. Je pense que ce message-là, au moins, il peut être entendu. Une dernière question, Julien ? Sur la loi immigration, on en a parlé. Vous marcherez contre cette loi immigration le 14 janvier, là, ce dimanche. Et alors qu'il y a une autre action qui est prévue le 21. On marchera aussi le 21. Et vous avez signé l'appel, en effet, avec les ex-partenaires de la NUPES. Mais est-ce que 2 mouvements comme ça, est-ce que c'est pas dommage, finalement ? Écoutez, je vais vous dire les choses franchement. Nous avons travaillé, les Insoumis, notamment par l'intermédiaire d'Aurélie Trouvé, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule date de manifestation. Et nous avons essayé de discuter avec les personnes et les organisations, les associations, les collectifs qui appellent au 14 janvier, avec ceux qui appellent au 21 janvier, pour faire en sorte qu'on se donne un seul rendez-vous. Mais alors pourquoi c'est pas possible ? On n'a pas réussi. Parce que certains sont partis sur la date du 14, les autres sur la date du 21. Est-ce que c'est toujours gênant pour les anciens partenaires de défiler avec vous ? Ils seront là le 21. Non, je crois pas que ça soit la question, que ça soit la position de la France Insoumise. Oui. D'ailleurs, la France Insoumise appelle à participer et au 14 et au 21. Moi, personnellement, mais c'est parce qu'il y a des acteurs associatifs, collectifs qui
se sont pas manifestement mis d'accord sur les deux initiatives. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je veux pas ajouter de la division à la division. C'est pourquoi les Insoumis, nous avons pris la décision de participer à ces deux manifestations, à celle du 14 et à celle du 21. Et j'appelle les Françaises et les Français qui nous écoutent à se mobiliser. Je pense que tout le monde doit entendre que cette loi immigration a défiguré l'image de la France, qu'elle a créé de l'émoi, qu'elle donne l'impression que la France se rabougrit, se referme sur elle-même, que c'est une rupture avec un certain nombre de principes républicains d'égalité entre, par exemple, un travailleur français et un travailleur étranger. Et parfois, on a essayé de faire croire aux Français que cette loi allait ajouter ou répondre à des difficultés qu'ils rencontrent. Mais je veux juste dire, aucun Français ne va gagner du fait qu'on va rendre la vie des travailleurs étrangers plus difficile. Et si les travailleurs étrangers arrêtaient de travailler pendant une journée, vous verrez l'apport qu'ils ont pour le pays. Donc je pense que les Français doivent se mobiliser. Merci Manuel Bompard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de La Voix du Nord, ce sont les inondations. Cette solidarité qui fait chaud au cœur. Oui, la une de votre des beaux journal, gestes dans ces périodes difficiles. C'est à lire ce matin dans La Voix du Nord. Merci Julien. La semaine prochaine, on passe au Club des Territoires.